Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est partout, on a l'impression. Presque une obsession de notre époque. Oui, vraiment. Pourquoi la lutte contre l'obésité est devenue cette priorité sociale, sanitaire, aussi centrale? Pour y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre passionnant de Pierre Fraser. La construction sociale de l'obésité et le corps normalisé. Exactement. L'auteur est linguiste et sociologue, donc ça promet une perspective différente. Et je précise tout de suite, notre but n'est pas de débattre des causes médicales du surpoids, Non. c'est de comprendre comment ce combat, ce mot est important, comment il est né, comment c'est devenu une évidence pour tout le monde. C'est la question clé. Et pour y répondre, l'auteur nous lance tout de suite sur une piste un peu déstabilisante. Il affirme que la lutte contre l'obésité est une construction sociale. Alors ça, ce sont des mots qu'on entend souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas dire que le surpoids n'existe pas, bien sûr, ça veut dire que la manière dont on le perçoit, dont on en fait un problème public numéro un, c'est quelque chose que notre société a fabriqué. Fabriqué de toutes pièces. Oui, c'est un phénomène qui, à force d'être répété, discuté, mesuré, est devenu une réalité, qu'on ne questionne plus, on l'a intériorisé. Et selon Fraser, le but de cette construction, c'est de nous pousser à adopter certains comportements pour réguler le poids. D'accord, une construction sociale. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que l'auteur met derrière cette expression de lutte contre l'obésité? Ce n'est pas juste une campagne de pub à la télé, j'imagine. Non, non, c'est beaucoup plus large. Il décrit une sorte de tension permanente entre deux forces. D'accord. D'un côté, il y a tout ce qui, dans notre société, favorise la prise de poids. Nos habitudes, nos environnements, tout ça. Et de l'autre, il y a la réponse des institutions, la médecine, la santé publique, qui essayent de normaliser ces comportements, de nous remettre dans le droit chemin en quelque sorte. Et pour décrire ce premier côté, cet environnement qui nous ferait grossir, il utilise un mot qu'on commence à entendre partout. Obésogène. Voilà, obésogène. Oui, et c'est un concept fondamental dans son analyse. Un environnement obésogène, c'est un cadre de vie qui, par sa nature même, encourage la prise de poids. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que ça nous sort de l'idée que c'est juste une question de volonté individuelle. Ah, ça c'est crucial. Il parle d'une véritable infrastructure de la prise de poids. Une infrastructure. Le mot est très fort. Ça veut dire que c'est bâti, que c'est concret. Exactement, pensez-y. Le complexe agroalimentaire, bien sûr, l'industrie du fast-food, mais ça va plus loin. L'urbanisme de nos villes, tout pour la voiture, rien pour la marche, les ascenseurs toujours plus visibles que les escaliers. C'est ça. Et même la nature de nos emplois, de plus en plus sédentaires, devant un écran toute la journée. Tout ça, c'est l'infrastructure. Alors là, ça devient vertigineux. Parce que si je suis le raisonnement, ce n'est plus juste un aspect de nos vies. C'est le quotidien lui-même qui est devenu un piège. On baigne là-dedans. On baigne là-dedans. Mais la conséquence psychologique de ça, elle est énorme. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être vigilant en permanence, le moindre relâchement, et on se met en risque. Vous mettez le doigt dessus. C'est une charge mentale colossale. Le simple fait d'utiliser le mot obésogène, ce n'est pas anodin. C'est un signal d'alarme permanent. Chaque repas devient une bataille potentielle. La vie de tous les jours devient une lutte. Et cette vision guerrière du corps, elle vient d'où? L'auteur la rattache à ce qu'il appelle le paradigme biomédical. Oui, Qu'est-ce que ça recouvre précisément? On a l'impression que c'est juste la médecine, non? c'est la vision du monde qui domine notre approche de la santé. Elle repose sur deux idées très fortes. La première, c'est que les faits scientifiques sont une vérité absolue, un dogme. Et la seconde, c'est qu'elle place l'individu comme seul et unique responsable de sa santé. Votre corps est votre responsabilité. Voilà. Et le rôle du médecin, c'est de vous signaler les risques et de vous dire comment changer. D'accord, c'est le discours qu'on connaît bien. Mais là où j'ai été surpris en lisant les notes, c'est que même dans ce monde scientifique, il n'y a pas du tout de consensus. On nous présente ça comme une vérité, mais l'auteur, lui, il identifie deux courants qui se font la guerre. Une guerre, le mot est juste, c'est un vrai schisme. D'un côté, vous avez le courant dominant, l'établissement médical, la santé publique. Ok. Leur message est clair. La perte de poids est la priorité. Ils parlent d'une épidémie d'obésité, ils s'appuient sur des études qui, selon eux, prouvent un lien de cause à effet entre l'excès de poids et les maladies, la mort prématurée. Ils agitent même le spectre d'une génération d'enfants qui vivraient moins longtemps que ses parents. Ça, c'est le discours qu'on entend tous les jours aux infos de 20 heures. C'est devenu le sens commun. Précisément.
Mais à l'opposé, et c'est là que l'analyse devient passionnante, il y a un second courant, beaucoup moins audible, qui vient dynamiter tout ça. Ah, Il est porté par des chercheurs en sciences sociales, des gens comme Glenn Geisser, Paul Campos, et leur thèse, c'est que les données du premier courant sont mal interprétées, voire surévaluées. alors là, je dois avouer que je tombe un peu de ma chaise. On nous martèle l'idée d'une épidémie, d'une crise sanitaire, et ce deuxième courant arrive et dit en gros, calmez-vous, ce n'est pas si grave. C'est plus qu'une remise en cause, c'est une contre-attaque en règle. Leurs arguments sont très très forts. Premièrement, ils contestent le mot épidémie. Pour eux, c'est juste une modeste augmentation du poids moyen. Ça change tout. Ce n'est pas la même chose, c'est sûr. Deuxièmement, il rappelle un fait. Malgré cette augmentation de poids, l'espérance de vie dans les pays industrialisés n'a jamais cessé d'augmenter. Le discours alarmiste ne colle pas avec ça. D'accord, mais et le lien entre le poids et les maladies? C'est quand même le cœur de l'argumentaire, non? C'est le point le plus subversif. Ils soutiennent qu'il n'existe aucune preuve solide que l'obésité, en soi, cause systématiquement des problèmes de santé. Seule l'obésité dite morbide, qui concerne une toute petite partie de la population, serait un risque avéré. Attendez donc, tout le reste. Ils vont même plus loin. Ils disent qu'un léger surpoids pourrait être un facteur protecteur, notamment chez les personnes âgées. Et ils retournent complètement l'argument. La graisse pourrait être un symptôme d'un problème de santé et non sa cause. Ah oui, ça change tout. C'est comme dire que la fièvre n'est pas la maladie, mais juste un signe. Et sur les solutions, comme les régimes. Ils sont très critiques. Ils affirment que les diètes à répétition, l'effet yo-yo, sont en réalité plus dangereuses pour la santé que le surpoids stable lui-même. Leur conclusion, c'est que l'activité physique est un bien meilleur indicateur de santé que le chiffre sur la balance. C'est un renversement complet de perspective. Mais si les données sont si contestables, pourquoi est-ce que le premier discours est si puissant? Est-ce que ce deuxième courant a une idée sur les motivations de l'autre camp? J'imagine qu'on va me dire de suivre l'argent. On y arrive. L'auteur cite Eric Oliver, qui suggère que ceux qui crient le plus fort sont ceux qui ont un intérêt, professionnel ou autre, à ce que l'obésité soit une maladie. D'accord. Mais Paul Campos, lui, est beaucoup plus direct. Il parle carrément d'intérêts financiers colossaux. Pensez à l'industrie de la perte de poids, les régimes, les médicaments, la chirurgie. C'est un marché de plusieurs milliards. Exactement. Il dénonce une désinformation délibérée et une stigmatisation organisée des personnes grosses qui deviennent des boucs émissaires. C'est une critique extrêmement virulente. Du coup, quelle est l'alternative que propose ce courant à rase? Si la solution n'est pas de se peser tous les matins, c'est quoi? Eh bien, l'accent est mis sur des comportements sains, une alimentation variée, de l'activité physique, quel que soit le poids. L'idée, c'est de décorréler la santé du chiffre sur la balance. On peut être en surpoids et en bonne santé. Voilà, c'est le principe du health at every size, la santé à n'importe quel poids. C'est une vision beaucoup moins normative du corps. On a donc deux récits en confrontation totale. Mais cette obsession du poids, cette focalisation sur la graisse, ça me paraît plus profond que de simples intérêts financiers. On dirait presque que c'est devenu une question morale. D'où est-ce que ça peut venir sociologiquement? C'est le cœur de l'hypothèse de Pierre Fraser. Pour lui, pour comprendre ça, il faut remonter le temps, bien avant la médecine moderne. Il situe les racines de cette pensée dans la réforme protestante du XVIe siècle. La réforme. Luther, Calvin. Mais quel est le rapport avec notre balance? Le rapport, ce sont deux concepts qui émergent à cette époque. La contenance de soi et la gouvernance de soi. L'idée que l'individu doit se maîtriser, contrôler ses pulsions, discipliner son corps pour prouver sa valeur morale. Ah, je vois. Imaginez ces idées, purement religieuses à la base, qui se diffusent dans la culture pendant des siècles. Petit à petit, elles se laïcisent, mais l'idée de base reste. Et elles finissent par créer cet idéal social qu'on connaît tous, un corps de juste proportion et sans excès de graisse, qui devient la preuve visible qu'on est quelqu'un de bien, de maîtrisé. C'est ça. La preuve d'une bonne moralité. C'est une thèse incroyablement forte. Affirmer que notre angoisse contemporaine face au poids vient d'idées théologiques vieilles de 500 ans. Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Comment ces vieilles idées nous influencent encore aujourd'hui? Alors c'est là que l'auteur sort sa boîte à outils sociologique pour nous montrer les mécanismes concrets. Il s'appuie par exemple sur le concept de gouvernementalité de Michel Foucault. Un concept un peu intimidant. En clair, ça veut dire quoi?
Foucault nous explique comment le pouvoir fonctionne dans nos sociétés libérales. L'État n'a plus besoin de nous forcer, il est beaucoup plus efficace d'encourager les citoyens à se prendre en charge eux-mêmes, à prendre librement la responsabilité de leur propre santé. On nous persuade que c'est dans notre propre intérêt. Voilà. Le gouvernement n'a pas besoin de mettre un policier dans chaque cuisine, il a juste besoin qu'on se sente coupable si on mange un gâteau. C'est ce qu'il appelle l'art de conduire les conduites. On devient nos propres surveillants en quelque sorte. C'est subtil, mais terriblement efficace. Et j'ai vu dans les notes qu'il parlait aussi de nudging. Ça, c'est plus récent. Oui, et c'est un outil parfaitement complémentaire. Le nudging, c'est l'idée d'orienter nos choix sans jamais nous contraindre. C'est une manipulation douce. On ne va pas interdire les sodas à la cafétéria, mais On va mettre les bouteilles d'eau juste à hauteur des yeux, à côté de la caisse, c'est ça. et on cache les sodas tout en bas du frigo. On ne vous interdit rien, mais on a rendu le bon choix plus facile. C'est une architecture de choix. C'est fascinant et un peu effrayant. On se croit libre, mais notre environnement est conçu pour nous pousser dans une direction. Et l'auteur ajoute une dernière couche avec la sociologie d'Alain Ehrenberg. Ehrenberg explique que l'individu moderne est soumis à une injonction permanente. Il faut être performant, s'améliorer, être la meilleure version de soi-même. Et dans ce contexte, Mhm. La gestion de son poids devient une preuve de performance personnelle. Une façon de montrer qu'on se gère bien. donc si je récapitule, on est parti d'une question de santé publique et on se retrouve à parler de la réforme, de Foucault, de l'aménagement des supermarchés. En fait, cette lutte contre l'obésité est tout sauf une simple question médicale. C'est une construction sociale extrêmement complexe. Avec des récits scientifiques qui s'affrontent, des racines historiques très profondes et des mécanismes de pouvoir très subtils qui façonnent notre rapport à notre propre corps. C'est la conclusion qui s'impose. Et elle nous place face à un paradoxe terrible. On est coincé, vraiment coincé dans un étau. Expliquez-nous ça. D'un côté, on vit dans une infrastructure obévogène, conçue pour nous faire prendre du poids. Et de l'autre, on subit une pression sociale, morale, institutionnelle immense pour être des individus disciplinés, maîtres d'eux-mêmes et pour atteindre ce fameux corps de juste proportion. C'est une injonction contradictoire. Une double contrainte, en fait. Exactement. Et ça peut être source d'une grande souffrance. L'analyse de Frézy est brillante parce qu'elle déconstruit tout ça. Et ça amène forcément à une question un peu plus large, une question à emporter avec soi. Laquelle? Si cet idéal du corps de juste proportion est une construction sociale, historique, et non une vérité biologique absolue, alors quelles autres croyances profondes que nous avons sur la santé et le bien-être pourraient-elles aussi être des constructions, plutôt que des évidences? Et surtout, il faut toujours se poser la question, à qui profitent ces constructions?